Il a cessé de les soutenir en silence. Puis le décanat a appelé. Elle part vivre avec son père biologique, a dit ma femme, sans même me regarder tandis qu'elle coupait son poulet. C'est tout. C'est ainsi que la phrase est tombée. Elle a glissé de sa bouche comme si elle commentait la météo. Pas d'avertissement, pas de discussion, pas d'excuse, juste le tintement de sa fourchette, le grincement du couteau contre la porcelaine, puis cette phrase. Je n'ai pas réagi, pas visiblement. Je n'ai pas renversé la table ni jeté mon verre de vin. J'ai simplement continué à mâcher, lentement, mécaniquement, comme si mon corps suivait les mouvements tandis que mon cerveau avait 20 secondes de retard, essayant de traduire ce que je venais d'entendre dans un langage qui ait du sens. Pourquoi, était une question trop digne. Quoi, m'aurait fait paraître surpris, alors je suis resté silencieux. Elle a finalement levé les yeux et j'ai surpris ce regard, cette expression suffisante et patiente qu'elle arborait quand elle pensait gérer quelque chose avec délicatesse. J'avais vu ce regard quand elle m'a dit que nous allions refinancer la maison à son seul nom, par simplicité. Je l'avais vu quand elle a inscrit sa fille dans une école privée sans m'en parler. Et le voilà de nouveau, comme un croupier qui fait glisser sa dernière carte. Elle dit que ce sera mieux pour sa dernière année de lycée, a-t-elle ajouté d'un ton si désinvolte que j'en ai eu des frissons. Il a plus d'espace maintenant, et il crée des liens. C'est probablement le moment. Créer des liens. C'est comme ça qu'on appelle ça maintenant. Après 17 ans à payer les frais de scolarité, la nourriture, les camps d'été, l'orthodontiste. Après tous ces matins passés à la conduire aux compétitions de natation, assis sur des gradins avec les cuisses engourdies et des sourires forcés, applaudissant comme un phoque dressé parce que, tu n'es pas vraiment son père. Après avoir peaufiné sa lettre de motivation pour l'université à la perfection, signer des chèques de la taille de mensualité de voiture chaque mois, et l'entendre m'appeler, juste Steve, devant ses amis. Créer des liens. J'ai hoché la tête une fois. C'est tout. Je n'ai pas posé de questions. Je n'ai pas demandé qui avait pris la décision. Je n'ai pas demandé quand elle partait. J'ai juste hoché la tête. Puis je suis retourné à mon dîner, me concentrant sur le sel et le poulet. Elle avait encore utilisé la mauvaise sorte. Du sel de mer en flocons au lieu du sel cachère. Mais je n'ai rien dit. Je n'avais plus l'énergie de réparer quoi que ce soit d'autre à cette table. Puis vint le deuxième coup de poignard. Tu continueras de payer, n'est-ce pas? Juste pour la continuité. Pour la continuité. Comme si j'étais un abonnement mensuel. Comme si mon rôle dans leur vie avait une case de renouvellement automatique qu'elles avaient oublié de décocher. Bien sûr, a-t-elle ajouté rapidement, prenant mon silence pour de la réticence. Nous avons tout construit autour de ton soutien. Ce serait le chaos si ça s'arrêtait. C'est là que j'ai compris. Ce n'était pas une conversation. C'était un communiqué de presse. Elle ne m'informait pas par respect. Elle préparait le terrain. La décision avait été prise, probablement des semaines auparavant, peut-être plus. J'étais juste le dernier imbécile à être prévenu. Alors, j'ai fini mon vin, débarrassé mon assiette, les placer délicatement dans le lave-vaisselle et essuyer le comptoir. Elle est restée à table, faisant défiler son téléphone comme si elle vérifiait les scores sportifs. Je l'ai observé un long moment, vraiment observé. Sa posture, son visage, l'absence de regret. Et puis j'ai fait quelque chose qui m'a surpris moi-même. Je suis allé dans la chambre, j'ai ouvert le placard et j'ai sorti la valise Samsonite grise que je n'avais pas touchée depuis mon dernier voyage d'affaires. Elle sentait encore légèrement la moquette d'hôtel et le pressing. Je n'ai pris que le nécessaire, 3 chemises, un jean, mon ordinateur portable, mon passeport. J'ai laissé les chaussettes et les cravates. J'ai laissé les chaussures de course que je n'utilisais jamais. J'ai laissé les boutons de manchette qu'elle m'avait offerts pour notre 5e anniversaire, avec nos initiales gravées en argent. J'ai tout laissé qui pourrait brouiller le message. Puis je suis retourné à la cuisine, j'ai pris mon trousseau de clés et j'ai retiré la clé de la maison. Je l'ai posée silencieusement sur le comptoir, à côté de la coupe de fruits. À l'intérieur, une pêche, molle, commençant à pourrir. Elle a levé les yeux quand j'ai attrapé ma veste. « Où vas-tu » Je n'ai pas répondu. Ses yeux se sont plissés. « Sérieusement, Steve ? C'est quoi ce mélodrame ?» J'ai failli rire. Failli. À la place, je lui ai offert un sourire. Ni sarcastique, ni cruel. Juste immobile.
Puis j'ai ouvert la porte d'entrée et je suis sorti dans la nuit. Pas de plan, pas de destination. Mais le poids qui est tombé de mes épaules lorsque la porte s'est refermée derrière moi, ce n'était pas du chagrin. C'était du soulagement. Le chalet était enfoui au cœur des pins, juste après un pont étroit qui gémissait sous le poids de la plus petite voiture. Un panneau délavé à l'entrée indiquait « Fisher Ridge », bien qu'il n'y ait plus eu de pêcheurs ici depuis l'époque de l'Internet bas débit. C'était la basse saison. Pas d'enfants criant au bord du lac. Pas de jet-ski. Juste des écureuils, du brouillard et un radiateur à kérosène à peine fonctionnel qui cliquetait à chaque bouffée de chaleur. Parfait. Je n'ai pas défait mes bagages. Je n'ai pas allumé de feu. J'ai sorti mon ordinateur portable de sa sacoche, l'ai ouvert et me suis connecté au Wi-Fi à peine existant du chalet. D'abord, l'université. J'ai tapé lentement, non par hésitation, mais par respect. Respect pour le moment. Le système de facturation a mis une éternité à charger. Ce cercle qui tournait comme s'il savait que quelque chose prenait fin. Et quand il a fini, c'était là. Ma carte Visa se terminant par 1094, listée comme source de facturation principale. J'ai fixé ce numéro comme s'il m'avait trahi. Cette carte était là depuis sa première année. Je me souviens l'avoir entrée la première fois après qu'elle eût pleuré parce que son portail de logement plantait et qu'elle ne voulait pas perdre son dortoir préféré. Je me souviens avoir pensé, c'est ce que font les pères. Beau-père ou non, on intervient. Maintenant, j'ai cliqué sur « Supprimer ». Et voilà, c'était parti. Pas de mail de confirmation. Pas de « Merci pour vos années de service ». Juste un vide là où mon argent avait l'habitude de couler. Ensuite, l'assurance maladie. Elle était listée comme personne à charge sur le plan familial que j'avais maintenu même après que ma femme eût quitté son travail pour être plus présente. Je connaissais le système des RH comme ma poche. J'ai cliqué sur les onglets jusqu'à trouver son nom. Le voilà. Léa May. Date de naissance, 18 juillet 2004. Statut, actif. J'ai survolé le bouton « Supprimer la personne à charge » pendant un long moment. Pas par culpabilité. Par précision. Parce que ce n'était pas de la rage. La rage s'épuise. C'était quelque chose de plus froid, de plus silencieux. Le genre de décision que l'on prend comme on ferme un robinet. Lentement, fermement, avec un léger déclic à la fin. J'ai appuyé. Confirmation, êtes-vous sûr de vouloir supprimer cette personne à charge de la couverture? Oui. J'ai regardé la petite roue tourner et, d'un coup, plus de franchise, plus de tickets modérateurs à mes frais, plus de factures d'urgence acheminées via mon compte. Puis vint le plan 529. Je l'avais mise en place avant même qu'elle ne choisisse une université, quand elle pensait encore aller dans une université d'État et se spécialiser en biologie marine. Elle a fini par choisir le marketing, ce qui est bien, je suppose, si vous prévoyez de vous vendre tout en ruinant les gens financièrement. La connexion a pris plus de temps. Authentification à plusieurs facteurs, appel téléphonique, code de vérification. Mais une fois connecté, les chiffres étaient là, comme des soldats obéissants. 18 432 $ et 14 cents restants. Pas grand-chose, mais assez pour compter. Assez pour le prochain semestre. Peut-être une partie du printemps. J'ai cliqué sur « Distribuer les fonds ». Destination, mon compte de courtage personnel. Utilisation, réaffectation. Il ne trouverait jamais les documents. C'était sous le nom d'une fiducie avec l'adresse de contact pointant vers une vieille boîte postale que je n'avais jamais fermée. Le plan 529 s'est vidé en 60 secondes. Juste une ligne sur une feuille de calcul quelque part. Elle ne saurait même jamais qu'il avait disparu. Il restait une dernière étape. J'ai ouvert un document texte que je gardais discrètement. Rien de dramatique. Juste une liste de chaque identifiant, chaque portail de paiement, chaque abonnement lié à l'une ou l'autre. Compte familial iCloud, supprimé. Abonnement Spotify Premium, annulé. Carte de fidélité du supermarché, ça n'a l'air de rien jusqu'à ce que vous réalisiez qu'elles n'obtiendront plus de réduction sans mon numéro de téléphone à la caisse. J'ai laissé les fils se rompre un par un. Je n'ai pas envoyé d'avertissement, pas fait de publication, pas claqué de porte. Il n'y a eu ni monologue, ni adieu émotionnel. Seulement le silence. Le genre de silence qui fait que les gens plissent les yeux devant leur relevé de compte en se demandant si l'erreur est temporaire.
J'ai fermé l'ordinateur portable et je suis sorti. L'air était résineux et humide. J'ai allumé une cigarette, même si je n'avais pas fumé depuis des années, et j'ai regardé la fumée dériver de côté. À 3 états de distance, je les abandonnais financièrement, tel un fantôme. Non par cruauté. Par nécessité. Elles avaient toujours confondu mon soutien avec de l'obéissance. Laissez-les découvrir la différence à la dure. Il est parti comme un chiot blessé, a-t-elle dit assez fort pour que sa sœur l'entende depuis la cuisine. Il n'a même pas haussé la voix. Il est juste sorti comme un petit homme triste qui a finalement réalisé qu'il ne pouvait pas gagner. Il y a eu des rires. Doux d'abord, puis plus amples. Le genre qui éclate quand on croit que le plus dur est passé. Mon nom n'a plus été mentionné. Juste, il. Comme si j'avais déjà été réduit à une note de bas de page dans leur nouveau départ. Je n'étais pas là, évidemment, mais je savais exactement comment cette conversation s'était déroulée. C'était jeudi soir, 5 jours après mon départ. La maison semblait la même de l'extérieur, mais à l'intérieur, l'arrogance redécorait. Elle versait du vin dans ses stupides verres surdimensionnés qu'elle avait trouvés en solde et rejetait ses cheveux en arrière comme si elle avait à nouveau 20 ans. La sœur, Monica, celle avec 3 divorces et un tatouage sur la manifestation, a reniflé dans son verre. Il continuera de payer. Il le fait toujours. Bien sûr que je le ferai. C'est à ça que servent les hommes comme moi, n'est-ce pas? Stabilité, prévisibilité, le filet de sécurité omniprésent. Nous ne claquons pas les portes. Nous n'emmenons pas les enfants. Nous ne changeons pas les serrures ni ne vidons les comptes. Nous continuons simplement à nous présenter avec un chèque et un faible sourire. C'est la version de moi qu'elles ont construite dans leur tête. C'est la version sur laquelle elles comptaient. Leia, ma belle-fille, faisait aussi partie de la performance. Elle a posté une photo le lendemain matin sur Instagram. Elle et lui, le père biologique, David quelque chose, celui qui a sauté la pension alimentaire pendant 5 ans et est soudainement devenu le père de l'année desquels a eu 17 ans et a commencé à parler de NYU. Il se tenait sur un Porsche, tenant une clé en laiton entre eux comme s'il venait de conclure l'achat d'un rêve. Légende, nouveau départ, vieille clé des cœurs. Il avait l'air d'avoir pris un coup de soleil et était trop habillé dans un polo qu'il n'avait probablement pas déboutonné depuis 2010. Elle portait ses bottes hors de prix que je lui avais achetées à Noël dernier. Le sourire sur son visage était réel. Je lui accorde ça. Réel et inconscient. Ce que la photo ne montrait pas, c'était la facture de scolarité non ouverte, toujours posée sur la table à la maison. Grosse enveloppe, adresse de retour du bureau de facturation de l'université, marquée « Urgent ». Elle était arrivée il y a 3 jours. Elle l'avait vue, l'avait prise, l'avait probablement même secouée pour voir s'il y avait un chèque à l'intérieur, mais elle ne l'avait pas ouverte. Parce que pourquoi l'aurait-elle fait? Dans son esprit, le nouveau chapitre avait déjà commencé. Elle avait son vrai père maintenant, le type qui lui envoyait des messages d'anniversaire sur Facebook et parlait de lancer un podcast. L'homme qui ne connaissait ni sa moyenne, ni sa spécialisation, ni combien de caries elle avait eu, mais il avait une clé et un Porsche, et apparemment, c'était suffisant. La suffisance était contagieuse. Ma femme a posté sa propre version du récit le lendemain. Une de ces vagues citations, quand un chapitre se ferme, un autre commence, collé sur une photo floue du lever de soleil sur leur jardin. La légende était un paragraphe sur la guérison, la confiance en l'univers et le lâcher-prise des énergies qui ne sont plus alignées. Mon énergie, apparemment. Aucune d'elles n'a remarqué ce qui manquait. Le paiement automatique de l'assurance auto avait été discrètement rejeté. Elle n'avait pas encore vérifié l'application, supposant probablement un bug. Le compte Netflix partagé s'est déconnecté. Leur service de livraison de courses lui a envoyé un email indiquant que sa carte avait été refusée. La première échéance des frais de scolarité est passée sans confirmation de fonds, mais elles n'y ont pas prêté attention. Parce que je paie toujours, parce que je me présente toujours, parce que je ne pars jamais. Alors elles ont ri, bu, porté un toast à leur nouveau départ, sans se rendre compte que chaque fil sur lequel elles avaient bâti leur fantasme avait déjà été coupé. Pas par accident, pas par dépit. Juste méthodiquement. Comme on taille les racines d'une vigne qui ne cesse de grimper. Elle me prenait encore pour le chiot blessé. Mais les chiots ne partent pas avec les papiers. Et les loups n'aboient pas quand ils en ont fini. Ils disparaissent dans les bois et attendent. Ça a commencé par une petite bulle de notification rouge.
Mardi matin, Leia s'est retournée dans sa nouvelle chambre, mur pastel, guirlande lumineuse, une étagère de livres intacts, et a vérifié son téléphone comme le fait tout étudiant. Notification, conversation de groupe, email. Un objet de message l'a fait s'arrêter. Urge, statut de l'aide financière en attente d'examen. Elle a tapé dessus avec son pouce, encore à moitié endormi. L'email provenait du doyen des services d'inscription. Langage froid, stérile. Votre dossier d'aide financière actuel risque d'être suspendu en raison de documents de vérification parentale manquants ou incomplets. Veuillez vous connecter au portail et remplir tous les formulaires en attente avant vendredi pour éviter toute interruption de votre inscription. Elle s'est redressée. Elle l'a relu, puis encore. Papa. A-t-elle appelé depuis le couloir? Un grognement. Son père biologique, le grand sauveur avec son stupide tatouage tribal et ses chaussures bateau, dormait encore, probablement avec une gueule de bois des margaritas de « création de liens » de la veille. Elle est sortie du lit, a ouvert son ordinateur portable et s'est connectée au portail de l'école. Vérification parentale en attente, non reçue. Mais elle se souvenait de Steve. Non, pas Steve. L'homme qui payait. S'occupant de tout ça. Elle a cliqué sur la section des frais de scolarité. Montant du 14 936 $. Date d'échéance, il y a 3 jours. Ça n'avait aucun sens. C'était censé être automatique, couvert, comme toujours. Dans son ancienne maison, sa mère essuyait le plan de travail de la cuisine avec un nettoyant parfumé à la lavande quand le téléphone a vibré. Elle a regardé l'écran, a vu l'expéditeur, bureau de facturation de l'université, et a laissé tomber sur la messagerie vocale. Elle a supposé que c'était un rappel de courtoisie. Rien d'inquiétant. Elle s'est versé une deuxième tasse de café et a ouvert son application bancaire. C'est là qu'elle a vu le deuxième coup. Carte de crédit conjointe, transaction refusée, chez Drive Elite Car Service, le même service qui louait la BMW pour laquelle elle avait convaincu Steve de se porter co-garant l'année dernière, celle qu'elle lui avait dit être essentielle pour la sécurité de Leia sur le campus. Au début, elle a cru à une erreur, un bug. Alors elle a ouvert l'application, a essayé de se connecter au portail d'entretien du véhicule pour vérifier le carnet de service. Accès refusé. Elle a réessayé, toujours bloqué. Une autre notification est apparue sur son écran. Échec de paiement. Action immédiate requise. Elle a cligné des yeux, puis a appelé le numéro indiqué. Après 17 minutes d'attente, elle a enfin eu quelqu'un. Oui, madame, a dit le représentant, poliment robotique. Votre paiement a été refusé. La carte principale enregistrée a été supprimée et la carte de secours a échoué en raison de fonds insuffisants. Il doit y avoir une erreur. Mon mari s'occupe de tout ça. Il est indiqué que le titulaire du compte s'est retiré du profil de facturation la semaine dernière. Avez-vous un autre moyen de paiement? Elle a raccroché. Son pouls avait commencé à battre juste sous son œil gauche. Un tic familier qu'elle n'avait pas ressenti depuis la panique du refinancement il y a 2 ans. Mercredi soir, Leia a reçu un deuxième email. Ton différent. Votre admissibilité à la bourse a été suspendue pour non-conformité aux exigences de documentation. La réintégration n'est pas garantie. Le mot « suspendu » a atterri comme une gifle. Elle a essayé d'appeler le bureau du doyen. Directement sur la messagerie vocale. A laissé un message, réessayé, pas de réponse. Elle a appelé sa mère. Il est probablement juste lent à soumettre quelque chose, a dit sa mère. Il traîne toujours les pieds. Tu peux l'appeler. Il y a eu une pause. Sa mère n'a pas dit, je ne sais pas où il est. Elle n'a pas dit, il n'a laissé aucun contact. À la place, elle a dit, ne panique pas. Je m'en occupe. Mais la panique s'installait déjà. Le jeudi matin, le bureau des services financiers du campus avait bloqué son accès au portail. Le système GPS de la BMW était désactivé. Elle ne pouvait pas accéder à son emploi du temps. Les emails restaient sans réponse. Elle a appelé son père biologique. Directement sur la messagerie vocale. Elle a envoyé un texto, « Salut, tu peux aider à couvrir ça pendant que Steve règle ses affaires ?» Pas de réponse. 1 heure plus tard, elle a réessayé. C'est sérieux. Mon compte est bloqué. Lu. Pas de réponse. Sa mère a essayé de l'appeler aussi. 10 fois.
Pas de réponse. L'homme qui se vantait d'enfin prendre ses responsabilités au dîner du dimanche le mois dernier était maintenant introuvable. Ce n'était pas juste une chose qui tombait en panne. C'était des couches. Des couches silencieuses qui avaient toujours été là, invisibles, inaperçues, qui se désintégraient soudainement sous leurs pieds. Le problème n'était pas la dette. Le problème était l'échafaudage qu'elle supposait éternel. Et l'homme qui le soutenait, il ne répondait pas aux appels non plus. On a frappé à 6h42 du matin, un vendredi brumeux. 2 coups secs, puis le silence. Léa a jeté un coup d'œil à travers les stores de sa chambre de sororité, à moitié endormie, espérant que ce soit juste une livraison. À la place, elle a vu une dépanneuse à plateau tournant au ralenti dans l'allée. Un homme en coupe-vent bleu marine est sorti, un porte-bloc à la main, se dirigeant déjà vers sa BMW argentée. Celle avec le toit ouvrant. Celle pour laquelle Steve, non, le vieux, s'était porté co-garant. Elle a dévalé les escaliers pieds nus, le cœur battant, son sweat à capuche à peine zippé. « Attendez, c'est ma voiture », a-t-elle crié, agitant son téléphone comme un badge magique. L'homme n'a pas levé les yeux. « La plaque se termine par 241, a-t-il demandé. « Oui, mais il y a une erreur. »« Mon père. »« Pas d'erreur », l'a-t-il interrompu calmement, prenant une photo de la plaque d'immatriculation arrière. Paiement refusé. Compte clôturé. Les ordres viennent du siège. Elle a appelé sa mère avant même que les pneus arrière ne quittent l'allée. Ils ont pris ma voiture, a-t-elle dit, la voix brisée. Il y a eu une pause à l'autre bout, puis le bruit de papier froissé. Merde, a sifflé sa mère. D'accord, j'appelle ton père. Elle n'a pas précisé lequel. Ce n'est que plus tard, après son 3e verre de vin et son 10e appel manqué, qu'elle a composé le numéro de David, le biologique, et l'a mis sur haut-parleur. « Salut », a-t-elle dit, essayant de paraître légère. « Alors, on a un petit souci. » Il l'a coupé immédiatement. « Je ne m'attendais pas à ce que tout ça arrive si vite. »« Qu'est-ce que ça veut dire ?» a-t-elle demandé, la voix se tendant. « Mes comptes sont juste bloqués. »« Des trucs juridiques, des investissements. »« Tu sais ce que c'est ?»« Non, David. » « Je ne sais pas ce que c'est, » a-t-elle craqué. « Tu as dit que tu pouvais aider. »« Je n'ai pas dit quand, » a-t-il marmonné, presque sur la défensive. « Je pensais que Steve couvrirait encore les choses jusqu'à ce qu'on trouve une solution. »« On trouve une solution ? Tu es sérieux ? Tu as dit que tu prenais tes responsabilités. »« C'est ce que je fais, mais je n'ai pas signé pour hériter d'un plan financier complet du jour au lendemain. Je pensais que c'était plus un soutien émotionnel, pas l'équivalent d'un prêt immobilier en frais de scolarité et véhicule. Soutien émotionnel. Elle lui a raccroché au nez. Puis elle a ouvert le coffre-fort. C'était une petite boîte en métal cachée derrière une rangée de livres de cuisine intacts et de chèques périmés. Elle ne l'avait pas touché depuis des mois, peut-être des années. Steve s'occupait de tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Mots de passe, documents bancaires, registre de fiducie, code d'accès. Maintenant, alors qu'elle parcourait la pile de documents, la panique lui montait à la gorge. Elle a essayé le compte courant principal, refusé. A essayé le compte de retraite de secours, bloqué. A essayé le compte de courtage conjoint, introuvable. Même le fonds d'épargne d'urgence qu'elle supposait contenir encore sa part affichait un solde de $236 et une note, signataire autorisé supprimée. Steve s'était effacé, chirurgicalement. Rien de brouillon, pas de suppression spectaculaire. Juste l'absence, comme un programme désinstallé. Elle a essayé de joindre à nouveau l'école, le bureau de l'aide financière, les services d'inscription, même le secrétariat. À chaque fois, malheureusement, tant que le solde n'est pas payé en totalité, nous ne pouvons pas procéder. Puis-je parler à quelqu'un directement ? A-t-elle demandé, la voix tremblante. Je suis désolé, madame. Toutes les discussions concernant les frais de scolarité nécessitent un titulaire de compte vérifié. Mais je suis l'étudiante. Et le titulaire du compte a été supprimé. Chaque appel se terminait de la même manière. Une boucle fermée, une porte sans poignée de son côté. Ce soir-là, Léa était assise sur une chaise de jardin en plastique derrière la maison de la sororité. Le soleil avait disparu derrière les arbres. La batterie de son téléphone était à 12%, mais elle ne l'a pas branché, n'a pas envoyé de texto, n'a pas fait défiler. À la place,
elle a fixé le trottoir où sa voiture se trouvait autrefois et a murmuré, et maintenant? Sa mère était assise en face d'elle, avachie, silencieuse. Pas de vin, pas de réponse, juste un regard vide que seules les personnes qui n'ont plus de cartes à jouer peuvent avoir. Je pensais qu'il ne partirait jamais, a-t-elle finalement dit. Leia n'a pas répondu. Elle essayait encore de comprendre quelque chose que sa génération n'était pas conçue pour traiter. L'idée que certaines personnes, certains hommes, ne se mettent pas en colère lorsqu'ils sont trahis. Ils n'explosent pas. Ils ne quémandent pas pour rester pertinents. Ils partent, tout simplement. Complètement. Et quand ils le font, ce n'est pas une rupture nette. Ce sont 1000 systèmes qui s'effondrent lentement sur eux-mêmes. C'est regarder chaque raccourci, chaque supposition, chaque « il le fera toujours » s'effriter en un mur de mai sans réponse et d'avis finaux. Il n'y avait pas de plan B parce que l'homme qu'elles avaient abandonné n'était pas un remplaçant. Il était la fondation entière. Et maintenant, elle se tenait dans les ruines. Ça a commencé par des messages vocaux, des dizaines. D'abord les polis, mesurés, légèrement urgents, s'accrochant encore à la croyance qu'il était juste en train de gérer ses émotions. Puis les culpabilisants, se remplis de longs soupirs et de mots comme « injuste ». Nous sommes une famille. Tu l'as élevé. Puis vinrent les supplications. Désespoir brut, sans phare. Steve, s'il te plaît, rappelle. On peut en parler. Steve, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas pourquoi tu es comme ça. Steve, si tu nous punis, d'accord, tu as fait passer ton message, mais tu ne peux pas l'abandonner comme ça. Chacun atterrissait dans le même cimetière numérique. Il ne les a jamais bloqués. Ça aurait été miséricordieux. Propre, final, évident. Non, il laissait les messages passer. Les laissait s'accumuler comme la neige sur un porche vide. Pas de réponse. Pas d'accusé de réception. Juste un vide. Leia a essayé par email. Le personnel a été retourné. Boîte de réception introuvable. Le professionnel, il existait toujours, mais la réponse automatique avait disparu. Pas de « absent du bureau ». Pas de « je vous recontacterai ». Juste le silence. Sa mère a essayé Facebook. Son profil était là, mais vide. Pas de publication, pas de nouvelles photos, pas d'activité visible. Les commentaires d'amis demandant « Et, où es-tu passé ?» restaient sans réponse. Sa dernière publication datait d'1 an. Une photo floue d'une tasse de café et d'un lever de soleil avec la légende « page blanche ». Leia a fixé cette photo un long moment, se demandant si c'était un avertissement. Elle a essayé LinkedIn. Rien de mis à jour. Pas de nouveaux posts, pas de nouvelles compétences, juste la même photo de profil professionnel et le même titre de poste, directeur des opérations, Hendrik Hérault. Alors sa mère s'y est rendue en voiture. Elle est entrée dans le parc d'affaires le cœur battant, les cheveux encore mouillés d'une douche de panique, et son téléphone composant déjà à nouveau son numéro. Le bâtiment n'avait pas changé. Même brique de grès, même porte d'entrée en verre. Elle connaissait le code, est entrée, ses talons claquant sur le carrelage. Sauf que le bureau avait disparu. La suite 204 était maintenant occupée par une start-up de fournitures dentaires. La réceptionniste a levé les yeux alors qu'elle regardait à l'intérieur. « Oh, vous cherchez la société d'ingénierie ? Ils ont déménagé il y a des mois. Vous savez où ils sont allés ? » Elle a souri en s'excusant. Aucune idée. Désolé. Leia a réessayé par texto. S'il te plaît, j'ai tout gâché. S'il te plaît, aide-moi. Rien. Pas même une mention, distribuée. Elle a vérifié ses propres paramètres, puis les siens. Peut-être qu'il avait changé de numéro. Peut-être que son téléphone était éteint. Elle a essayé WhatsApp, Signal, Telegram. Silence. Sa mère a envoyé un texto plus long. Je ne sais pas où nous nous sommes trompés, mais ça ne peut pas se terminer comme ça. Tu as été son père plus longtemps qu'il ne l'a jamais été. Je sais que tu es blessé, mais c'est trop. Appelle-moi, s'il te plaît. Toujours rien. La prise de conscience ne s'est pas faite d'un coup. Elle est arrivée par petits moments, comme lorsqu'elle a essayé de récupérer un ancien identifiant et a réalisé que l'email de secours était le sien, ou lorsqu'elle a tenté de transférer ses anciens documents fiscaux au bureau des finances, pour obtenir une erreur système, compte désactivé par l'administrateur.
Ou quand elles ont vérifié le chalet qu'il avait mentionné il y a des années, celui dans le nord de l'État de New York où il allait pour se vider la tête, et ont découvert que l'annonce Airbnb avait été retirée, le numéro de contact effacé. C'était comme regarder un fantôme effacer lentement ses propres empreintes. Leia était assise à la table de la salle à manger ce soir-là, la même table où il passait autrefois des week-ends à l'aider à réviser sa chimie. Elle levait les yeux au ciel quand il la questionnait avec des fiches. Maintenant, elle fixait son téléphone, espérant qu'il sonne. « Je ne pense pas qu'il reviendra », a-t-elle murmuré. Sa mère a levé les yeux. « Il est juste en colère. Il a besoin de temps. » Non, il est parti. Pas physiquement, pas légalement. Quelque chose de plus profond. Il n'avait pas disparu. Il s'était désengagé. Il n'y avait plus de portes ouvertes, pas de ficelles à tirer, pas de miettes de pain à suivre. C'était comme se réveiller dans une maison qui semblait exactement la même, mais de découvrir que tous les murs étaient peints. Des accessoires de théâtre creux. Elles avaient passé si longtemps à supposer qu'il serait toujours là, à un texto, un chèque, une tentative de culpabilisation près, qu'elles n'avaient jamais imaginé une version de lui qui choisissait simplement de se retirer. Mais c'est exactement ce qu'il avait fait. Pas avec colère, pas avec vengeance. Avec précision. Il ne les avait pas ghostés. Il avait réécrit l'histoire. Sans elle. L'appel est arrivé un mardi matin, juste au moment où Leia essayait de réinitialiser le mot de passe de son portail étudiant pour la 15e fois. Le téléphone de sa mère a vibré sur le comptoir à côté de sa tasse de café. Et quand elle a vu l'identifiant de l'appelant, Université, Bureau des inscriptions, son souffle s'est coupé. « Réponds », a murmuré Leia. Sa mère a hoché la tête, a balayé l'écran et a mis le haut-parleur. « Allô » a-t-elle dit, en essayant de paraître calme. « Bonjour. C'est le doyen Alvorson du Bureau des affaires académiques. J'appelle concernant les complications d'inscription de votre fille. Nous avons tenté de joindre le titulaire principal du compte financier, Monsieur Carson, à plusieurs reprises, mais il ne répond pas, sa mère l'a interrompu. Nous avons essayé aussi. Il prend un peu de distance. Il y a eu une pause à l'autre bout. Puis le doyen a parlé avec précaution. Y a-t-il un autre moyen de le contacter directement ? L'université exige une confirmation ou une réaffectation de la responsabilité financière avant que nous puissions lever le blocage sur ses cours. Sans un formulaire de vérification complété ou un paiement direct, son logement et son inscription au cours restent suspendus. Écoutez, je n'ai pas non plus de moyen de le joindre, a-t-elle admis. Il ne répond pas, le doyen Alvorson s'est éclairci la gorge. Voulez-vous que j'essaie maintenant ? Nous pourrions l'inclure dans la conférence si cela pouvait aider à clarifier les choses. Elle a cligné des yeux, puis a hoché la tête, réalisant qu'il ne pouvait pas la voir. Oui, s'il vous plaît. Clic, un bip doux, puis la sonnerie étouffée d'un appel sortant. Leia ne respirait plus. Elle se tenait figée derrière le plan de travail, les bras enroulés autour d'elle comme si elle pouvait maintenir son monde en place si seulement elle serrait assez fort. À la 3e sonnerie, l'appel a été connecté. « Allô » a dit une voix. Calme, mesurée, familière. Sa mère a hésité, puis a trouvé sa voix. « Steve ?» C'est le doyen Alvorson. Il appelle au sujet de l'inscription de Leia. Une autre pause. Puis le doyen est intervenu. « Monsieur Carson, je vous remercie de votre temps. Nous avons essayé de vous joindre concernant l'aide financière et le statut académique de votre fille. Il y a des vérifications urgentes que nous devons faire signer afin de... » « Je ne suis pas son père », a dit Steve. Silence. Même le bourdonnement ambiant de l'appel semblait s'être arrêté. Le doyen a bégayé. « Eh bien, monsieur, je comprends, mais vous êtes listé comme le parrain financier sûr. »« Je ne suis pas son père », a-t-il répété, cette fois plus lentement. « J'étais un parrain. Je ne le suis plus. » Et puis, clic. Appel terminé. L'écran s'est éteint. Leia n'a pas crié. N'a pas bougé. Son visage s'est froissé comme du papier. Ce n'était pas bruyant ou dramatique. Juste un souffle doux et brisé, comme l'air s'échappant d'un pneu crevé. Ses jambes ont fléchi sous elle et elle s'est effondrée sur le carrelage, les mains sur le visage, tremblante. Sa mère se tenait immobile. Pas de mots, pas de plan. La réalité de la situation s'imposait enfin. Pas seulement que l'argent avait disparu,
ou le soutien, ou même les frais de scolarité, mais que lui avait disparu. Entièrement. Pas en colère, pas en train de se déchaîner, pas en exigeant des excuses ou une humiliation publique. Juste absent, détaché, de la manière la plus terrifiante qui soit. Complètement. Elle s'est agenouillée à côté de sa fille, ne sachant pas si elle devait la serrer dans ses bras ou s'excuser, ne sachant pas si l'un ou l'autre importerait. Parce que c'était là. Pas une rupture légale, pas une explosion émotionnelle. Une déclaration. Une qui ne pouvait être annulée. Je ne suis pas son père. Et pour la première fois depuis qu'elles avaient orchestré ce nouveau départ, elles ont compris qu'il n'y avait aucune version de cette histoire où il reviendrait. Pas de compromis, pas de pardon, pas de deuxième acte. La ligne avait été tracée. Et cette fois, elle ne serait pas franchie. Ça a commencé par une notification sur le téléphone de Leia, un message privé de quelqu'un qu'elle connaissait à peine, Jessica de son groupe d'orientation de première année. Le message était court. Salut, ça parle de toi? Et incluait un lien. Elle a tapé dessus. Reddit. Drame universitaire. La publication avait été mise en ligne 4 heures plus tôt et comptait déjà près de 12 000 votes positifs, avec un fil de commentaires si long qu'il devait être réduit. Le titre frappait comme un coup de poing. Une fille plaque son beau-père après qu'il a tout payé. Maintenant, elle est fauchée. Karma. Elle a cligné des yeux, figée. Le corps de la publication était court, trop court pour ne pas être vrai. Apparemment, elle a choisi d'emménager avec son vrai père pour sa dernière année de lycée après que son beau-père a couvert toute son université jusqu'à présent. Devinez quoi? Le beau-père s'est barré, voiture saisie, frais de scolarité impayés, aide financière révoquée, l'école menace de la renvoyer. Le vrai père est fauché. Le beau-père ne répond pas à leurs appels. Maintenant, elle panique. Le drame est irréel. Quelqu'un d'autre en a entendu parler? Pas de nom, pas de lieu, mais les détails étaient trop précis pour être une coïncidence. Leia a fixé l'écran comme si elle pouvait le forcer à parler de quelqu'un d'autre. Mais les commentaires affluaient déjà. Le beau-père n'a rien fait de mal. Les actions ont des conséquences. Bienvenue dans la vie d'adulte. Si c'est vrai, elle le mérite. Froid mais juste. Je me demande combien de vacances elles ont prises à ses frais. Elle a rafraîchi la page. Le nombre de votes positifs augmentait. Des captures d'écran circulaient maintenant. Rien qui ne l'identifie directement, mais assez proche. Quelqu'un avait trouvé sa publication « Nouveau départ » de la semaine dernière. Un autre a trouvé l'Instagram d'elle tenant la clé avec son père biologique. Légende floue mais familière. Les points n'étaient pas difficiles à relier. Ce soir-là, une de ses colocataires, Becca, l'a à peine regardée dans les yeux quand elle est entrée. Les autres ont évité le salon entièrement. Au dîner, personne ne l'a invitée à s'asseoir. Le matin, elle avait été retirée de la conversation de groupe pour la retraite de printemps de la sororité, la même retraite qu'elle avait planifiée pendant des semaines. Un désabonnement silencieux a commencé à se propager sur son fil d'actualité. Personne n'a rien dit directement, pas d'insulte, pas de dispute, juste un silence numérique. Et quand son nom était mentionné en classe, c'était avec des regards de travers et le genre de politesse forcée qui signifie « nous savons, mais nous faisons semblant de ne pas savoir ». Ses propres amis, des gens avec qui elle avait ri, fait la fête, sur qui elle s'était appuyée. Ils ont disparu. Non avec fureur, mais avec un jugement silencieux. Parce que dans leur esprit, elle n'avait pas seulement été abandonnée, elle avait été révélée. L'image qu'elle avait passé des années à cultiver, celle de la fille cool, calme et indépendante avec le beau-père sympa et le père biologique attentionné, s'effondrait comme du papier de soie sous la pluie. Pire que d'être fauché, c'était d'être visible. Tout le monde voyait l'effondrement. Quelqu'un a posté un mème sous le fil. Quand tu licencies l'employé qui a bâti l'entreprise et que tu t'attends à ce que le stagiaire la dirige. Image, un bureau en feu et un type sirotant son café en regardant tout s'effondrer. Le commentaire le plus populaire, ça gagne l'internet aujourd'hui. Sa mère n'a pas compris la gravité de la situation au début. Elle pensait encore que cela pouvait être réglé avec quelques appels, un email bien senti, peut-être un prêt. Mais Leia savait. Ce n'était plus seulement financier. C'était une question de réputation. Le campus était un bocal, chaque murmure amplifié, chaque sourire en coin un couteau.
Les professeurs lui adressaient des sourires crispés et professionnels. Les conseillers mettaient 2 fois plus de temps à examiner son dossier. Même son partenaire de laboratoire de biologie, qui flirtait autrefois sans vergogne, a demandé à être réaffecté. Le pire, c'est qu'elle ne pouvait pas crier en retour. Elle ne pouvait pas publier de clarification, ne pouvait pas se déchaîner publiquement parce qu'elle avait quitté l'homme qui la soutenait. Elle s'était moquée de lui dans des messages privés qu'elle supposait confidentiels. Elle avait tagué son père biologique sur des photos destinées à le piquer. Et maintenant elle était un titre, une parabole, une mise en garde enroulée dans des émojis et de leur Reddit. Le silence de Steve, Monsieur Carson, n'était plus seulement financier. Il était social, symbolique. Son absence n'était pas seulement ressentie, elle était discutée. Il n'avait pas besoin de répondre. Internet le faisait pour lui. La note vocale est arrivée à 1h17 du matin. Elle durait près de 4 minutes. Pas d'introduction, pas de filtre, juste un flot haletant de pleurs, de chuchotements et de regrets maladroits. Elle devait l'avoir enregistré, recroquevillé sous une couverture quelque part, le téléphone pressé contre sa poitrine, espérant que l'obscurité cacherait le son de sa honte. Steve, je ne sais même pas si tu écouteras ça, mais j'ai besoin que tu saches. Je suis désolé. J'ai tout gâché. Je pensais. Je ne sais pas ce que je pensais. J'étais stupide. Je pensais faire ce qu'il fallait et je n'ai pas vu ce que tu faisais vraiment pour moi. Tout venait de toi. Ça a toujours été toi. Il y a eu une pause, brisée par un hoquet. Elle a essayé de ravaler ses sanglots. A échoué. Je me disais que tu serais toujours là. Même quand je suis parti, même quand j'ai dit ces choses, je pensais que tu étais juste. Doux, prévisible. Je pensais que je pourrais toujours compter sur toi et que ça ne changerait jamais. Je ne savais pas que des gens comme toi peuvent partir. Et le pensais vraiment. Une autre pause. Je n'arrête pas de penser au jour où tu m'as appris à faire un créneau. Tu as passé 2 heures sous la pluie avec moi. J'étais une vraie peste. Je t'ai crié dessus et tu es juste resté là, sous la pluie, trempé, en essayant d'aider. Je n'ai pas dit merci. Clic, il n'a pas appuyé sur « Lecture ». Pas besoin. L'aperçu seul lui a tout dit. 3 heures plus tard, un deuxième message est arrivé. Cette fois, de la femme. Objet, s'il te plaît, parle-moi. Pas de pièce jointe, pas d'émoji, juste un mur de texte. Elle divaguait sur le passé, sur les premières années, les sacrifices, les malentendus. Elle a blâmé le stress, les hormones, le thérapeute New Age qui l'avait convaincu que les pages blanches nécessitaient des départs physiques. Elle a blâmé David brièvement, puis le blâme a changé. Tu as fait passer ton message, a-t-elle écrit. Tu nous as assez punis. Comme si c'était un jeu, comme s'il était un parent qui privait de dessert. Elle a supplié pour une seule conversation. Juste un café, a-t-elle dit, pour repartir à zéro. Tu n'es pas un monstre. Je sais que tu ne le es pas. Alors pourquoi agis-tu comme tel maintenant? Pas de réponse, pas d'accusé de lecture. Elle a envoyé 3 suivis au cours des 2 jours suivants. Chacun plus court, chacun plus frénétique. Le dernier disait simplement « S'il te plaît ». Pendant ce temps, Steve était assis sur une falaise rocheuse le long de la côte nord, les bottes dans le gravier, une tasse de café nichée entre ses paumes. Le ciel commençait à peine à changer. Le gris se fanant en lavande. Une traînée d'orange saignant à travers les nuages comme de l'aquarelle. Les vagues déferlaient lentement. Des pulsations lourdes contre les falaises en contrebas. Le genre de son qui ne vous demande rien. Ne discute pas. Ne m'en dis pas justice. Son téléphone était posé face contre table à côté de lui. A vibré une fois, puis 2. Il ne l'a pas retourné. À la place, il a pris une gorgée de café, noir, fort, légèrement brûlé, et s'est adossé à sa chaise. Pas de sourire, pas de rictus, juste l'immobilité. Pas la vengeance, pas la satisfaction. La paix. Le genre qui ne vient que lorsque l'on cesse de chercher des explications, lorsque l'on cesse de défendre ses départs, lorsque l'on laisse les gens se noyer dans leur propre marée et que l'on réalise qu'on n'est plus obligé de leur lancer une corde. Il ne les détestait pas. Cela aurait nécessité un investissement énergétique. Ce qu'il ressentait maintenant était plus pur, plus silencieux, rien. Et le rien, dans sa forme la plus pure,
et ce à quoi elle ne s'attendait jamais. Pas la rage, pas la guerre, pas un dernier discours ou une torsion cruelle. Juste l'absence. La vérité la plus cruelle de toutes. Il n'avait pas besoin qu'elle comprenne. Il n'avait pas besoin d'elle du tout. C'était le genre de bureau où les chaises avaient l'air confortables mais étaient juste assez rigides pour vous rappeler que vous n'aviez pas votre place ici. Elle était assise en face du conseiller financier, les jambes croisées, ses doigts triturant la chaîne en or autour de son cou, un tic nerveux dont Steve se moquait gentiment. Son bureau était trop propre, ses lunettes trop impeccables, et ses yeux trop calmes pour le genre de conversation qu'ils allaient avoir. « J'ai juste besoin de débloquer des fonds propres », a-t-elle dit en tendant le dossier. « Je suis propriétaire de la maison. » Enfin, nous en sommes propriétaires, ou nous l'étions. Je veux dire, il n'y vit plus. Elle est à nous depuis 2014. Elle essayait de paraître confiante, pratiquant le ton de quelqu'un qui avait déjà fait ça, qui avait le contrôle. L'homme a cliqué sur sa souris, tapant lentement, s'arrêtant toutes les quelques secondes. Quel est le but du retrait? A-t-il demandé sans lever les yeux. Les frais de scolarité d'urgence de ma fille. L'université nous a donné une fenêtre de réintégration, mais ils ont besoin du paiement intégral. Il a hoché la tête, lisant toujours, cliquant toujours. Puis il a froncé les sourcils, très légèrement. Un changement de posture. Un signal d'alarme trop petit pour être saisi, mais assez grand pour être senti. Il a vérifié quelque chose, a cliqué à nouveau, puis s'est éclairci la gorge. Madame, je ne suis pas sûr de savoir comment dire ça avec délicatesse. Son estomac s'est noué. Il n'y a pas de fonds propres disponibles pour un retrait. Elle a cligné des yeux. Quoi? Non, ce n'est pas possible. Il n'y a pas de deuxième hypothèque. Nous avons cette maison depuis plus d'une décennie. Oui, mais elle a été refinancée le mois dernier. Sa bouche s'est ouverte. Aucun mot n'est sorti. Pas seulement refinancée, a-t-il continué en ajustant ses lunettes. Elle a été vendue. La pièce semblait soudainement plus froide. Vendue? À qui? A-t-elle demandé, la voix à peine audible. Il a tourné l'écran vers elle. Un nom, une entreprise, un horodatage, une piste de documents avec la signature de Steve en encre numérique nette. Vendu, transféré, clôturé. Sa main a agrippé la coudoir. Mais je n'ai jamais rien signé. Je n'ai jamais. Parce que votre nom n'était pas sur l'acte de propriété, a-t-il dit doucement. Elle s'est figée. Non, a-t-elle murmuré. Non, non, nous avons acheté cette maison ensemble. Vous étiez listé sur l'hypothèque originale, a-t-il dit. Mais l'acte de propriété lui-même, la propriété, était uniquement à son nom. Elle a essayé de se lever, mais l'air semblait être de la colle, comme si quelque chose la repoussait sur la chaise. Il l'avait fait, discrètement, légalement, avec le genre de précision que l'on ne planifie que lorsqu'on attend le bon moment. Elle a quitté le bureau sans son dossier, sans sa voix. Elle a traversé le parking, hébétée, passant devant des familles et des couples qui avaient encore des maisons, encore des filets de sécurité, encore des hommes qui payaient pour des choses sans demander d'applaudissements. Elle est restée assise dans sa voiture pendant 10 minutes avant de l'appeler. Sonnerie, sonnerie. Puis, ce numéro n'est plus en service. Pas de messagerie vocale, pas de numéro de renvoi, pas de « laisser un message ». Juste un mur numérique. Elle a fixé l'écran, a rappelé. Même résultat. Pas bloqué, pas ghosté. Effacé. Il n'était pas parti en trombe, n'avait pas claqué la porte, n'avait pas publié en ligne ni jubilé ou raconté à des amis communs. Il était simplement parti, comme une marée qui se retire du rivage. Lent et méthodique, jusqu'à ce qu'un jour, vous leviez les yeux et réalisiez que vous étiez seul sur les rochers. Pas de vengeance, pas de déclaration. Juste le retrait complet et final d'un homme qui a tout donné et n'a rien demandé. Et quand elle a regardé autour d'elle, vraiment regardé, elle a réalisé ce qui restait. Pas de maison, pas de plan, pas de solution de repli. Seulement le nom de sa fille sur une facture impayée et l'écho d'un homme qui avait autrefois soutenu toute la structure avec des mains invisibles, jusqu'au moment où il a choisi de lâcher prise.